Nous sommes place de Ménilmontant dans le 20e. C'est un banquet qui est organisé contre l'état d'urgence et aussi contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pour manifester notre solidarité avec les inculpés, les paysans historiques qui sont menacés d'expulsion et réaffirmer notre opposition face à cet état totalitaire. C'est un projet qu'il faut arrêter, c'est un grand projet inutile. Voilà. Je vous remercie encore. Nous, en tout cas, dans nos quartiers, on s'organise. Voilà, c'est pas des terrains vides, comme je viens de dire. Nous aussi, on a une culture politique. Et il y a des anticapitalistes aussi dans nos quartiers qui se battent tous les jours. Et ils ont besoin d'aide aujourd'hui. Merci encore. Et nous, voilà, c'est tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Donc, comme chacun sait, le 14 novembre dernier, le gouvernement français a décrété l'état d'urgence, prorogé à la quasi-unanimité par un vote parlementaire le 19 novembre. L'argument premier et unique était la lutte contre le terrorisme. À ce jour, l'état d'urgence a donné lieu à 3021 perquisitions, 381 assignations à résidence, 366 interpellations, 464 infractions constatées par les services de police au cours de ces opérations de police. Il y a 500 armes qui ont été découvertes, qui auraient été découvertes, et 25 infractions seulement liées au terrorisme, dont seulement 4 procédures ont été intentées pour terrorisme. Pour comprendre l'état actuel des choses, je pense que c'est important de remonter un peu dans l'histoire de l'État français. L'état d'urgence est le produit de la loi 55-385 du 3 avril 1955, dont l'article 1er stipule: l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Le 15 avril 1960, le gouvernement du gaulliste Michel Debré, dont on entendra reparler, ordonne que l'état d'urgence est désormais applicable par décret et non par le vote d'une loi. Avant 2015, l'état d'urgence a été appliqué 5 fois. En 1955 pour 8 mois en Algérie pour combattre le FLN, ce qui transformait de fait une guerre en opération antiterroriste. Officiellement, le pays n'était pas en guerre, les membres du FLN n'étaient pas des combattants et les personnes arrêtées n'étaient pas des prisonniers de guerre. Voilà ce que créait comme situation l'état d'urgence en 1955. En 1958, pour 2 semaines, il a été appliqué en métropole suite au coup d'État du 13 mai à Alger, encore lié à la guerre d'Algérie. En 1962, il a été appliqué pour 1 an en métropole suite au putsch des généraux à Alger, encore en lien avec la guerre d'Algérie. En 1984, il a été instauré pour 6 mois en Nouvelle-Calédonie suite à la révolte des mouvements d'indépendance kanak, encore une question coloniale. En 2005, pour 2 mois, dans toutes ou partie de 25 départements, suite aux émeutes, partie de Clichy-sous-Bois. Encore une question néocoloniale. L'état d'urgence est clairement un dispositif colonial. Il vise à mener une guerre intérieure en la faisant passer pour une simple mesure antiterroriste. Depuis 60 ans, quasiment toutes les mesures sécuritaires s'inspirent du régime de police colonial, lui-même calqué sur le régime de police de la France de Vichy. N'oublions pas le déroulé de l'histoire. Il y a au moins 2 hommes dont le parcours nous éclaire sur l'héritage colonial de la police française. Le premier, c'est le radical socialiste Maurice Papon. De 1951 à 1967, il dirige la préfecture de police à Paris, après avoir été préfet de Gironde sous Vichy, préfet de Corse en 1946, puis préfet de Constantine en Algérie, aux pires heures de la guerre d'Algérie de 1956 à 1958. Le second personnage, c'est le socialiste François Mitterrand. De 1954 à 1956, François Mitterrand est ministre de l'Intérieur, après avoir été honoré de la Légion d'honneur par le maréchal Pétain en 1943. À ce poste, il signe le 20 janvier 1955 la fin de l'autonomie de la police d'Algérie, et si vous ne le saviez pas, c'est à ce moment-là que commence la fusion de la police d'Alger et de la police de Paris, qui n'est qu'un seul et même service de police. Ce qui a pour conséquence la mutation de 200 agents soupçonnés de torture d'Alger vers la métropole. 200 agents
soupçonnés de torture rejoignent les services de police parisiens. À cette époque, Maurice Papon reprend les conclusions du rapport Montaner et décide d'éradiquer les indépendantistes algériens en métropole. Il crée les brigades des agressions et violences, la BAV, et sous l'impulsion de Michel Debré, encore une fois, il crée les brigades Z, qui sont les brigades de démolisseurs, qui sont chargées de mater les colonisés de la métropole. Ces derniers dépendent notamment du service des affaires techniques de la préfecture de Paris, dans lequel on retrouve un certain nombre de flics rapatriés d'Algérie et responsables de cas de torture en Algérie. La BAV, la brigade des agressions et des violences, sont quant à elles, lorsqu'on suit les remaniements successifs des brigades anticriminalité de la préfecture de Paris, les ancêtres directs de la BAC. À la même époque, alors qu'il est devenu garde des Sceaux, le socialiste Mitterrand signe l'ordonnance du 8 octobre 1958 qui autorise l'internement administratif ou l'assignation à résidence des personnes dangereuses pour la sécurité publique en raison de l'aide matérielle directe ou indirecte qu'elles apportent aux rebelles des départements algériens. En s'inspirant directement des centres d'internement mis en place dès 1955 en Algérie par le gouvernement socialiste de Guy Mollet, et qui a interné 24 000 personnes à résidence dans la région d'Alger, dont 3 000 ont mystérieusement disparu. Sont ainsi mis en place les centres d'assignation à résidence surveillés sur le territoire métropolitain, les CARS, notamment au Larzac dans l'Aveyron, à Vadnais dans la Marne, à Tolles dans l'Ain et à Saint-Maurice-l'Ardoise dans le Gard. Vous allez comprendre pourquoi j'évoque tout ça. Le gouvernement socialiste actuel, comme les précédents, repêche dans les vieilles recettes de la France coloniale pour mener sa guerre intérieure. On a vu depuis 20 ans la réapparition de pratiques policières inspirées de la guerre contre-insurrectionnelle. Dans les quartiers populaires, la police mate les colonisés de l'intérieur, qu'on appellera subtilement les jeunes issus de l'immigration. Dans les manifestations, et avec l'émergence des armes dites sublétales, la police tire à nouveau sur la foule. La police, comme on l'a vu hier avec le procès du tueur d'Amin Bentounsi, tue en toute impunité. Dans les manifestations, elle mutile en toute impunité. Et maintenant, avec l'instauration de l'état d'urgence, l'État prétend banaliser l'usage de pratiques policières préventives. Il redonne les pleins pouvoirs aux services de renseignement qui sont là aujourd'hui tout autour de nous grâce à la présence des agents de la BIVP qui m'ont tabassé l'année dernière. Il redonne donc les pleins pouvoirs aux services de renseignement qui, depuis les remembrements de 2008 et 2014, gémissaient d'être mal considérés par rapport aux agents de la DGSI. Désormais, c'est uniquement sur la base de leur surveillance et de leurs fantasmes que des milliers de personnes font l'objet de perquisitions administratives sur des motifs futiles. C'est aussi sur la base de leur travail que des centaines de personnes sont assignées à résidence ou convoquées au commissariat pour avoir participé à une manifestation interdite. Et je pense que ça parle au moins à 58 personnes présentes ici ou présentes autour de nous. J'ai moi-même été convoqué suite à la manifestation interdite du 22 novembre dernier en solidarité avec les migrants, puis assigné à résidence le 26 novembre pour 3 semaines sur la base, encore une fois, de ces mêmes renseignements. À l'heure où le gouvernement envisage de remettre en place des centres d'internement pour les fichés S et s'apprête à faire passer l'une des lois sécuritaires les plus violentes de ces dernières années, de ces 20 dernières années, nous devons plus que jamais combattre ce fascisme d'État qui nous arrive dans la gueule. À bas les lois fascistes, qu'elles soient de droite ou socialistes. Enfin, il n'y a qu'une régression sociale depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on peut encore attendre ? On est dans une situation où on n'y croit même plus. Encore hier, le procès symptomatique du tueur d'Amin Bentounsi de cette semaine. 5 jours d'assises, 5 jours de débat qui vont que à l'encontre du policier. La légitime défense, elle n'est pas là, elle n'est pas crédible, les arguments ne sont pas crédibles, il n'y a rien de crédible, et à la fin, on la quitte.
Qu'est-ce que vous voulez que les gens comprennent? Qu'est-ce que vous voulez que les gens dans les quartiers comprennent? On tue un des leurs et après on dit bah écoutez, oui, bon bah c'est quand même un policier, il est assermenté, il peut pas mentir, vous savez, ça ment pas ces gens-là. Être assermenté, ça veut dire qu'on ment pas. On va péter un câble en fait. Et même hier déjà, le verdict dans l'affaire Bentounsi, les gens ont tellement hurlé de colère dans le tribunal, vous imaginez même pas, avec 60 policiers présents dans la salle pour appuyer un meurtrier. Mais c'est quoi ces policiers qui viennent? Ils le connaissent même pas, c'est même pas ses collègues proches, c'est des mecs qui viennent de partout. La représentation syndicale, il y avait un major qui était présent avec ses épaulettes, ils sont présents pour appuyer un type qui a tué un autre type, quoi. Là, on était 180 à soutenir de 1000 collectifs différents qui essayent de se battre pour obtenir ne serait-ce qu'une condamnation, ne serait-ce qu'une seule, alors qu'il n'y a que des non-lieux tout le temps. Et on est balayé tout le temps. Vous imaginez la colère qu'il y a dans les gens? Vous imaginez la réaction dans les quartiers? Quand on... Ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps, bien danser. je ne suis pas tout pour rien. Il est toujours si grand, si haut, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous ferons bien la liberté. Et si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Voici comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Cet état de siège n'a que trop duré. Il prévoit de le prolonger. Nous sommes bien plus en état d'alerte, alerte au peuple qu'en état de siège. Alors il faut lutter contre l'état d'urgence aujourd'hui? Oui, il faut lutter contre l'état d'urgence, absolument. Même si nos origines sont différentes, nous subissons le même état d'urgence. Et tant qu'on continuera à être divisés, encore une fois, chacun regardera son nombril et continuera à pleurer. Aujourd'hui, il n'y a pas de musulmans et de non-musulmans. Il y a des gens qui subissent des injustices et il y en a qui se dressent. C'est soit on se dresse ensemble, soit on s'écroule comme des imbéciles. Merci à vous. Sur la question de l'état d'urgence, pour faire un peu la transition, il y a un certain nombre de personnes qui ont été assignées, un certain nombre de personnes qui ont été perquisitionnées. On parlait tout à l'heure des gens en Dordogne, notamment parce qu'ils avaient participé à des manifestations en soutien à des luttes comme celle de Notre-Dame-des-Landes. D'autres gens qui ont été assignés à résidence, donc notamment parce qu'ils étaient investis sur des terrains de lutte comme celle de Notre-Dame-des-Landes et des autres territoires en lutte, que ce soit Bure, Roibon, Sivins ou d'autres endroits. Toutes ces personnes-là ont été criminalisées et on est monté d'un cran dans la répression. Pourquoi est-ce qu'on est là? D'abord parce que ce projet, c'est un projet dangereux en termes de biodiversité, mais aussi parce que des familles sont menacées d'expulsion et aussi soumises potentiellement à des amendes très lourdes. Tout ça pour les faire plier et pour les faire partir. Donc nous aujourd'hui, on dit Vinci ne vaincra pas, cet aéroport n'aura pas lieu et on vous invite tous à nous rejoindre et à marcher jusqu'à Place de la Bastille. Merci. Est-ce qu'on est obligé de recréer là? Absolument. On mettra du temps peut-être, mais il faut continuer. Smoke. No peace, no justice, no peace, no justice, no peace, no justice, no peace, no justice.